Les potards sont actionnés. Et je peux dire bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Club Sandwich, le podcast qui tartine la pop culture à toutes les sauces, même celles qu'on pensait périmées. Aujourd'hui, notre Premier ministre à nous, Fred, a démissionné et c'est pourquoi je prends sa place. Voilà. Le mot d'ordre sera efficacité et c'est pourquoi je vous présente désormais mon gouvernement, qui est certes ce soir un gouvernement très réduit. Mais voilà, ce soir avec moi, j'ai Mathieu. Je te propose le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Et ta première mission sera de raccourcir le nom de ton ministère. Voilà. Très bien. Je te donne ça. Ouais, ça te convient ? Oui. Après, tu peux faire un coup d'état. Je me laisse 3 semaines pour y réfléchir. Ça marche. Ce soir, avec moi, j'ai aussi Florian. Et bonsoir. Je te propose le ministère de la Culture. Alors, tu verras, l'ancienne tenancière a laissé un dossier audiovisuel public sur le bureau. T'en feras ce que t'en veux. Juste, sache qu'il y a une cheminée dans ton bureau, si jamais. Voilà. Alors, j'ai vu qu'en fait, sur mon bureau, là, pour l'instant, avec la passation de pouvoir, elle a laissé beaucoup de bijoux. Je ne sais pas s'il faut que je signale ça au parquet financier ou pas. Donc, écoute, voilà, en ton âme et conscience. ça va être dans mes premiers, voilà, à mon âme non corrompue. Et, moi, j'aurais préféré le ministère désarmé, mais en fait, c'est désarmé l'adjectif. D'accord. Parce que moi, je préfère le ministère très, amer. Mais Voilà, je suis très fatigué. Mais moi aussi, j'aime beaucoup le ministère Action, Musique et Rap. D'ailleurs, d'ailleurs, puisqu'en fait, on est dans le cabinet ministériel, je suggère à Mathieu en fait d'utiliser des acronymes en fait et aussi d'utiliser les agences type McKinsey pour avoir un logo à 160 000 euros. Fait pareil. Une fois qu'il aura trouvé quelque chose pour raccourcir son ministère, le nom de son ministère. Tout à fait. Et Parfait. nous sommes bien entendu ouverts à toute proposition de nouveaux ministères, puisque de toute façon... Un acte de circoncision. Voilà. Comme d'habitude, on va faire le tour de ce qu'on a vu, lu, écouté ou même subi cette semaine. Et chacun de nous vous servira sa petite recommandation maison avec plus ou moins de sel. Mais finalement, Sophie n'est pas là ce soir, donc en fait, il y aura très peu de sel, je pense. Mais il y a du sel sur ma caméra parce que je suis tout flou. Et moi, j'ai des bonbons, donc il y a un petit peu de sucre. Oh, on est entre sweet and salty. Parfait. Sweet and sour. Entre petits sucres. C'est ça. Et bien tout de suite, je lance le générique. Et je commence avec mon ministre de la Culture qui a vu beaucoup de choses avec des images cette semaine. Tout à fait. Alors je vais un tout petit peu l'improviser. Donc c'est à la fois des images qui bougent pas et des images qui bougent. Donc je vais commencer peut-être avec les images qui bougent puisque j'ai vu ce week-end la ressortie de Avatar The Way of Water, la voix de l'eau en 3D. Et est-ce qu'elle fait glouglou la voix ? Est-ce qu'elle fait glouglou en fait avec des naïades, avec plein de créatures, etc. Donc voilà, c'est la ressortie pendant une semaine en 3D du deuxième volume de 2022, histoire de rafraîchir la mémoire de tous les gens qui ne se souviennent plus de ce second film. Je fais partie de ces gens-là. Avant la sortie du 3, Fire and Ash, en décembre, et donc on a eu à la fin un tout petit aperçu, une micro-scène du troisième volet en fait, qui pose au moins un pan de l'intrigue de ce troisième volet, qui n'est pas forcément teasé dans les bandes annonces qui sont sorties, donc je vais m'abstenir de révéler le contenu. Mais moi j'ai beaucoup... ce que je voulais dire sur Avatar, sur la voix de l'eau, c'est que j'ai eu une impression mitigée en sortant de la première séance que j'avais fait en IMAX à l'époque. Là, je l'ai fait en non-IMAX, mais avec des lunettes 3D qui ne se mettaient pas sur mes lunettes de vue. Donc, même si j'étais tout proche, en fait, j'ai un tout petit peu morflé pendant les 3 heures avec juste mes yeux et la 3D. C'est toujours aussi impressionnant dans le chaos technique, et en fait je pense que
Ce qui me fait, on va dire, défendre le film face, on va dire, aux attaques faciles de voilà, blockbuster Disney surbudgété avec des personnages bleus et avec une écriture, on va dire, totalement automatique, c'est que c'est un, pour moi, c'est un des très très rares, une des très rares même franchises hollywoodiennes de ces 20 dernières années à vraiment essayer de construire un univers totalement immersif, celui de Pandora, mais aussi avec ses propres, avec sa faune et sa flore, mais aussi avec ses propres règles de physique, avec ses propres, et aussi et aussi à ne pas utiliser, à ne jamais utiliser les méthodes de mise en scène en 3D et un tout petit peu la réalisation un tout petit peu comme gimmick. Et je pense que voilà, moi, tout en fait, toute la proposition de Avatar 2 avec dès le moment en fait où je vois les idées de mise en scène, où je vois vraiment en fait tout le travail d'animation, toutes les idées visuelles relatives au mouvement, relatives en fait à l'introduction du chant, en fait, à la profondeur du chant, etc. Toutes ces idées-là, en fait, qui fonctionnaient dans le 1, en fait, pour moi, fonctionnent dans le 2. Mais ce que la deuxième vision a confirmé, c'est que il y a aussi des choses qui sont beaucoup moins abouties en termes de trame et qui ont confirmé pourquoi je ne me souvenais pas de l'intrigue. Hein. C'est que il y a, ça s'éparpille ça s'éparpille pas mal pour toute l'histoire en fait de la famille de Jake Sully et de Neytiri. Et donc on nous met en scène en fait 4 enfants qui littéralement grandissent trop vite parce que on introduit toute la famille en fait dans les 15 premières minutes avant de nous transporter dans l'histoire. Donc on les fait littéralement grandir très très vite. Et il y a aussi tout un enjeu autour du personnage incarné par Stephen Lang, qui revient donc en tant qu'avatar d'antagoniste. Et on va dire que c'est beaucoup moins intéressant que la partie, où ils introduisent un tout petit peu le propos, on va dire, politique sur la cruauté animale et sur l'exploitation des fonds océaniques. Et donc il y a une parabole politique qui est assez assumée, mais qui a un tout petit peu tendance à se perdre. Et je trouve que voilà, la deuxième vision a confirmé qu'il y a énormément de rythme, à la fois dans la mise en scène, dans le montage et un tout petit peu dans les introductions des divers éléments. Il y a beaucoup plus de morceaux de bravoure que ce qu'on peut se souvenir, mais il n'y a pas vraiment... Il y a en effet waouh tout du long, mais qui ne se limite pas à certaines scènes qui vont te rester en tête. Et c'est un tout petit peu le problème en fait du deuxième volet par rapport au premier, où le premier en fait était vraiment une grosse démo technique, mais il y avait certaines séquences qui arrivaient à rester en tête. Et le gros problème que j'ai avec Avatar 2, c'est que il y a certaines choses hors vraiment mise en scène, animation, toute la partie lumière, toute la partie photographie. Il y a vraiment des gros points noirs, et le gros point noir pour moi, c'est la musique. La musique et le soundtrack d'un mec, je crois, qui s'appelle Steven Jablonsky, ou Sean Jablonsky, en fait, qui a remplacé James Horner, et vraiment totalement passable et totalement illustratif. C'est-à-dire que vraiment le final, qui était la séquence dont je me souvenais le mieux, parce qu'elle elle est assez claustrophobe et qu'elle utilise vraiment la 3D pour avoir vraiment une impression de claustrophobie, est totalement bien alourdie en fait par les flonflons et par vraiment quelque chose qui ne fait que appuyer l'émotion et qui est mélodiquement et qui est au niveau orchestral qui a très très peu d'ampleur.
Et je pense que voilà, c'est vraiment la musique qui un tout petit peu m'a sorti du film, au point où je me disais, ben tiens, en fait, avec genre 2 fois moins de music use, ça pourrait fonctionner aussi bien. Je sais que voilà, Cameron est vraiment un type qui laisse vraiment, qui donne vraiment tout sur ces films-là. Je trouve ça très très dommage en fait que il n'ait pas été suivi, que vraiment le maillon faible, ce soit vraiment la musique en termes de collaboration, parce que c'est aussi ça qui aide à vraiment faire quelque chose de très, vraiment de très impliquant. Donc voilà, je vous recommande quand même la vision du deuxième, surtout si vous n'avez pas aimé à la première vision. Je sais que c'est 3 heures, je sais que la tentation est très lourde de le voir en 1.5. Je ne vous juge pas, Disney Plus d'ailleurs ne le permet pas, donc voilà, whatever. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai vu le samedi. Le dimanche, j'ai vu un autre blockbuster qui était aussi censé être totalement immersif, dans un tout autre genre en fait, qui est le film numéro 1 aux États-Unis ce week-end. C'est The Release Party of a Showgirl, donc d'après le nouvel album de Taylor Swift qui s'appelle Life of a Showgirl. Et j'y étais avec les attentes que j'ai fait exprès de ne pas écouter l'album avant d'aller dans la salle, parce que bon, j'avais payé mon billet pour avoir cet événement-là. Je me dis, on va avoir le nouvel album dans une salle de cinéma, qui n'est pas mon casque qui est, comme je le disais, hors antenne vieillissant. Je me dis, c'est pas plus mal. Et ce que j'avais loupé, c'est que le film n'est rien de plus que le making-of du clip The Fate of Ophelia, qui est le premier titre de l'album, qui joue 2 fois dans le film, et des lyric videos en fait, et quelques courts segments d'introduction de Taylor Swift, des courts segments d'introduction qu'elle a pu faire par ailleurs en fait pour sa discographie sur Spotify, sur Apple Music en fait. Donc la madame est relativement habituée en marge de ses albums en fait à enregistrer des courtes introductions sur un tout petit peu les morceaux de ses différents albums. Donc ça, j'étais pas... Et le truc, c'était que ça. Et Arnaque. Alors, Nul. arnaque, oui et non. Arnaque, oui et non. Remboursé. Mais c'est ça, le problème, c'est que je peux pas dire que c'est une arnaque, parce que le truc s'appelait Release Party of a Showgirl. Oui, en fait, c'est plus que c'était pas ce que t'attendais que... Alors, c'était c'était nul, ce que j'attendais, parce que je savais qu'il y avait le clip, je savais qu'il allait avoir au moins 50 minutes en fait de titres qui jouent avec de lyric videos en fait qui allaient sortir là avant de sortir sur YouTube, etc. Mais c'est pas une arnaque dans le sens où c'était conçu comme un événement pour les Swifties. Même si sur ces dernières années, je me suis beaucoup intéressé, mon environnement et mes proches aidants, à la musique de Taylor Swift, je ne suis pas un véritable Swiftie. J'assume, voilà, pas donc de mal, c'est hein. pas... And c'est it's ça. okay. Je ne suis pas un hater, je ne suis pas un rageux non plus. Je ne veux And pas it's okay. je ne veux pas qu'elle disparaisse de la surface de la Terre et Elle non qu'elle plus. fasse un flop tellement honteux qu'elle va se terrer quelque part à Nashville. Non. Mais je suis entre les deux. Donc j'y allais parce que j'étais vraiment curieux de la manière dont, c'est pour, on va dire, une des premières fois, une artiste mondialisée, je pourrais dire la même chose de Beyoncé, ou de Adele même, si Adele sort un album et qu'elle fait ce genre de truc, moi je suis curieux, je vais y aller. Et c'est plus, moi j'étais curieux de savoir comment allait les présenter cet album, et si elle allait les présenter comme c'était un film, si elle allait le présenter avec des choses un peu plus surprenantes ou un tout petit peu moins attendues. Or, là, en fait, on a une espèce de petit déroulé en fait de playlists YouTube qui, certes, vont satisfaire les fans, parce que voilà, il y avait aussi un sens de communion qui est très très fort depuis The Eras Tour.
et depuis les concerts de Eras Tour qui ont été diffusés en salle. Donc moi, je comprends en fait cette démarche, et je comprends que voilà, ça s'appelle Release Party of a Showgirl. C'est peut-être la même chose que ce que tu pourrais avoir sur YouTube le vendredi à minuit, sauf que c'est avec les autres fans, avec les autres Swifties, dans les cinémas du monde entier. Donc ça, je peux comprendre. Là où j'ai été déçu, c'est que c'est rien de plus, et c'est même rien de légèrement plus. Moi, le seul truc que j'attendais de plus que je n'ai pas eu, c'est avoir même quelques behind the scenes de 5 minutes, en fait, de elle en train, je sais pas, d'accorder sa guitare, d'enregistrer sa démo, de dire ah ben tiens, j'ai un problème sur le deuxième couplet de telle ou telle chanson, etc. Ou tiens, je me pose la question sur telle ou telle intention et tout. Que ça fasse genre 5 minutes sur les 90 minutes, ça ne m'a pas dérangé. Mais en fait, ce que l'on a, c'est un truc très très programmatique où tu as le making-of du clip, un titre, introduction du titre, le titre, making-of du clip, wash, rinse, repeat. Et à la fin, en fait, je me disais, je commence à me rendre compte, ah non, mais en fait, s'il y avait que ça, et je commence à être un tout petit peu déçu. Et même, il y avait un titre qui jouait, où en fait, donc les lyrics vidéo, donc tu as une photo, t'as une photo qui joue pendant que les paroles défilent, et c'était elle qui était au piano, et c'est un piano-voix, donc make sense. Mais je me disais, quand même, ça aurait été pas mal sur même genre un titre, de pas avoir ce titre-là et d'avoir elle qui fait le piano-voix et qui fait une interprétation exclusive pour les fans d'un truc que tu auras pas sur l'album que tu vas écouter chez toi. Bah oui. Donc c'était, voilà, c'est des trucs où je mets, il y avait même, tu vois, c'était genre 5% de plus, mais vu qu'elle avait pas donné ça, moi je suis sorti de la salle un tout petit peu déçu. Donc c'était pas inintéressant. Moi, contrairement à beaucoup de gens, j'aime bien l'album. Je vais pas encore réécouter l'album parce que c'était hier, mais je trouve que ça a un tout petit peu déçu mes attentes, qui étaient quand même un tout petit peu au ras des pâquerettes. Donc voilà, je suis un tout petit peu déçu du film. Voilà. Et le dernier truc, c'est dans les images qui ne bougent pas. Après, je vais laisser la parole à d'autres. C'est Blast de Manu Larsenet, qui est qui est une relativement vieille œuvre sortie en 2010-2011, qui raconte qui raconte l'histoire de quelqu'un qui est assez pâteau, qui est un personnage assez énigmatique. Et c'est une espèce de thriller psychologique parce que, en gros, il est interrogé pendant les 2 tiers du premier tome parce qu'il a fait quelque chose à sa femme. Il a probablement tué sa femme, et les policiers essaient de tirer ses aveux de lui, sachant qu'il est dans son propre monde et qu'il est disert, et il essaie de leur faire comprendre des choses. Et là où ça m'a beaucoup surpris, mais où j'ai pas forcément envie de lire les autres tomes, c'est que c'est pas une BD agréable. C'est une BD qui est très proche en fait d'un style de roman graphique, qui est, à part quelques irruptions de couleurs, qui a qui est assez gothique en fait, qui est assez glauque. Ah ouais, je regarde, c'est spécial quand même dans le dessin. C'est très spécial dans le dessin. Le personnage central en fait est pas du tout quelqu'un. Et pas du tout quelqu'un de sympathique. Il y a des pages entières en fait qui sont des illustrations pleines pages. Donc il y a un découpage en fait qui est beaucoup plus atmosphérique que, on va dire, ce qu'on pourrait attendre de la moitié des thrillers, etc. Donc c'est quelque chose qui est très désarçonnant de la part de Larsenet. Moi, j'ai été assez intéressé par la lecture. Mais voilà, moi, pour pour des lecteurs qui chercheraient vraiment une expérience à part de thriller psychologique, avec ça, ben voilà, je recommande, avec un tout petit peu de fantastique dedans, ben voilà, je peux recommander Blast. Je voulais en parler parce que voilà, c'est un peu la deuxième fois cet automne où je lis le premier tome de quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui après me laisse qui me déçoit, mais où j'ai envie quand même éventuellement d'ici quelques semaines, quelques mois, de redonner sa chance et d'essayer de lire le tome 2. Voilà, donc Blast de Manu Larsenet, c'est chez Dupuis, c'est en 4 tomes et j'ai lu le premier. Voilà. Bah écoute, tu m'as convaincu, je l'ajoute à ma liste.
Mathieu, toi cette semaine, tu as vu des queens. J'ai vu des queens. Oui, bah comme tous les week-ends, je me suis fait ma petite viewing party avec mes amis. Cette semaine, au programme de Drag Race, comme à chaque fois que je viens, je vous fais le point. 2 nouvelles saisons ont commencé. La première, RuPaul's Drag Race UK saison 7, qui a commencé avec un super épisode complètement minable. Pas la faute des queens à nouveau, juste le fait que c'était écrit avec le derche. Parce que moi, ce que j'aime dans un premier épisode, par exemple, c'est avoir un talent show où chaque queen a le temps de briller et peut proposer ce qu'elle fait de mieux. Et là, j'ai pas compris, alors que j'ai vu quand même presque 80 saisons de Drag Race, j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire, où elle devait descendre un escalier comme au Met Gala avec une tenue, alors qu'elles avaient déjà montré une tenue dans l'épisode d'avant au moment d'entrer dans l'atelier, puis dire une phrase rigolote et répondre à 2 questions et partir. Ça fait très Miss France. C'était le challenge. Je pense que l'idée était de faire rire et de présenter une belle tenue, mais ça suffit pas. Enfin, c'est pas un challenge complet, c'est la rigueur un mini challenge et c'est tout ce qu'on a eu dans l'épisode. Et un runway, donc on a eu 3 tenues qu'elles ont apportées, fait par un couturier et c'est tout. Donc voilà. Et il y a eu le deuxième épisode qui était un petit peu mieux, mais encore une fois, c'était un design challenge, donc encore des tenues. Donc je me dis, punaise, mais remettez-nous des comédies challenge dans Drag Race UK, des acting challenge, parce que c'est le plus drôle, parce que les Anglaises, elles savent faire ça. Donc j'attends la suite, voir si ça s'améliore. Et j'ai vu Drag Race Espagne, saison 5, le premier épisode. Et là, on a eu un talent show qui était très très bon. Petit bémol toutefois, je regarde sur Wow Present, cette application du bonheur qui propose pour la maudite somme de $6 par mois l'entièreté de tout ce que fait la production de Drag Race. Et j'ai vu tout le catalogue. C'est une affaire, t'as pas un petit code affilié à donner pendant je peux te passer mes codes si tu veux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas le problème du partage de comptes, c'est pas mal. C'était la version espagnole, est-ce qu'elle est récente ? Ça fait 5 ans qu'elle existe maintenant. Il y a eu 5 saisons et un All-Star, et la saison, elle est sortie la semaine dernière, elle a commencé la semaine dernière. Et petit problème encore avec Wow Present, dont je n'ai pas parlé la dernière fois, il n'y a jamais eu des sous-titres en français corrects, parce que c'est une intelligence artificielle de merde qui le faisait. Mais les sous-titres anglais étaient potables. Donc pour regarder des saisons en suédois, en thaï, c'était plutôt pratique. Je n'ai pas fait espagnol LV2, donc j'ai besoin de sous-titres également pour comprendre. Et ils ont changé depuis quelques mois maintenant leur façon de fonctionner. Et maintenant, c'est même plus quelqu'un qui fait avec de l'IA et qui relit derrière. C'est juste l'IA. Mais vu qu'elle parle très vite, une phrase sur 2, l'IA ne comprend pas. Quand elle chante, elle ne comprend pas. Quand elle rit, elle ne comprend pas. Du coup, l'IA met de la merde ou ne met rien. Ce qui veut dire que là, j'ai eu un épisode de 1h20 où pendant 35 minutes, il n'y avait pas de sous-titres. Donc, wow, toujours un service de qualité supérieure que je vous conseille fortement, ou pas, mais vous pouvez piquer mes codes au pire. Voilà. Mais sinon, il y avait Sarah qui offrait un abonnement à Duolingo. Si vous voulez rejoindre Duolingo, Sarah fait une offre promotionnelle incroyable. Swipez dans ses petits DM pour ça uniquement, pas pour des trucs bizarres. Ça ira plus vite que tu apprennes l'espagnol plutôt que d'attendre qu'il fasse des sous-titres potables. Mais attends, j'ai fait 110 jours de Duolingo quand même en espagnol, mais ça me sert pas pour comprendre. Non plus, j'en suis à plus d'1 an de Duolingo, je ne sais toujours pas dire quelque chose de correct. Par contre, dans l'épisode, à un moment, ils ont fait des blagues sur des IST et des capotes et j'ai compris. Du coup, je me suis dit, waouh, c'est quand même fou le vocabulaire espagnol que j'ai, c'est très spécifique. Oui, et sinon, je me suis replongé dans un délire qui est Crazy Girlfriend, qui est une de mes séries préférées, mais que je n'avais pas vue depuis sa sortie. Et je trouve pas que ça a vieilli. Je trouve cependant que c'est vrai qu'il y a un problème de rythme au sein des épisodes qui sont beaucoup trop longs, mais c'est quand même toujours aussi incroyable et ça me fait du bien. Et aussi, la petite confidence, ça montre quand même que j'ai pris en maturité et que j'ai grandi depuis la sortie parce que j'aime toujours les mêmes personnages, mais pas pour les mêmes raisons. Et aussi, je prends plus de distance par rapport à leur comportement, alors qu'avant, je le regardais assez premier degré. Et maintenant, je me dis, bon, ça serait bien que tu ailles voir un psy. Donc finalement, Rebecca grandit et je grandis. Et ça, c'est beau. Waouh. Voilà. Ouais, c'est très beau. Félicitations. Merci.
Eh ben écoute, t'as fait des belles choses quand même cette semaine. Et parce toi, que qu'est-ce que tu as fait? moi à côté, j'ai joué à Saloon Simulator. Waouh! Tout ce qui va Waouh. suivre est la faute de Canard PC, qui a fait un article sur le jeu. Encore une victoire de Canard? Bah, exactement, mais ils ont beaucoup de victoires avec moi, c'est ça le problème. Et alors, je vous propose donc une immersion totale dans le Far West, mais version jeu vidéo, puisque donc j'ai joué à Saloon Simulator et en fait j'ai terminé l'histoire principale ce week-end, mais j'ai pas vraiment tout fini puisque en fait j'ai fait ce qu'il y avait de dispo pour l'instant, parce qu'en fait le jeu il est encore en accès anticipé. Donc c'est pour ça que j'avais un peu sauté dessus parce que ce genre alors je suis une fanatique des jeux de simulation à la con et il y a toujours un truc de quand tu attaques l'accès anticipé, c'est bien parce que déjà c'est moins cher, et en fait c'est que c'est le genre de jeu où tu as des mises à jour toutes les semaines et que si tu attaques tard, t'as 1 million de trucs qui a été développé depuis, et après tu trouves que c'est trop riche d'un coup et c'est un peu intankable à attaquer. Donc je me suis jetée dessus. Et en vrai, c'est un petit shot de bourbon vidéoludique que je recommande chaudement, en tout cas si vous aimez les jeux de simulation. Mais c'est pas que un jeu de simulation. Attends, Puisque... Bourbon Oui. vidéoludique, c'est quand même assez incroyable. en Je vais te fait, la c'est comme repiquer. un bonbon vidéoludique, mais bourbon, c'est pour les adultes. Voilà. Ah, un bourbon. Attends. Oui, un bourbon, T'as dit- comme dit au bourbon, tu sais, le whisky que tu bois. Ah oui, c'est ça, oui, on est d'accord. Donc, en fait, il y a vraiment une histoire, parce que vous avez des jeux comme Supermarket Simulator et tout ça, où en fait, il n'y a pas d'histoire, c'est juste, vous taffez, en fait. C'est la vie, mais version jeu vidéo. Là, c'est pas du tout le cas, parce que déjà, vous n'avez pas tous les jours l'occasion de tenir un saloon de nos jours, c'est vrai. Et en fait, il y a Et une puis vraie un histoire. saloon, ça se tient pas comme un bar dans la Creuse. Non. D'ailleurs, le bar nage très bien, ce qui n'est pas le cas du saloon. Voilà. Donc pour l'histoire, le bar c'est un poisson, Mathieu. Je dirais bien que je suis fatigué, mais c'est juste que je comprends pas vos blagues une fois sur deux, hein, c'est tout. Non, mais C'est c'est pas normal, le bar est au sol. Arrêtez! Arrêtez! Je me Non, sens je sais seul! plus. Donc pour l'histoire, on incarne un pauvre type qui chope un job de tenancier de saloon. Et en fait, on a un patron qu'on ne voit pas au début du jeu, qui en fait communique avec nous par lettres. Et en gros, on a une mission. Il faut tenir le bar, mais pas que. On doit récupérer 5 lettres de recommandation de la part des artisans du coin. Et si on n'a pas ces lettres, il nous dit qu'il va nous virer. Sauf qu'on apprend très vite qu'il y a eu beaucoup de tenanciers de ce saloon avant nous et qu'ils ont tous fini très très mal. Donc on a intérêt à bien la jouer, sinon on va finir entre 4 planches. Donc au Du coup, début... t'as des lettres, t'as des lettres de recommandation en fait pour tenir un saloon, c'est ça? Ouais, en fait, alors tu tiens ton saloon et il faut que en fait, tu vas avoir des PNJ qui vont avoir des missions. Et si t'es sympa, en vrai, c'est très scripté, hein, mais ils vont te dire ah bah je te fais une lettre de recommandation pour ton patron pour dire que t'es un mec bien et que tu fais bien ton travail et tout Ouais, ça. donc ta Far West travail en fait, même dans le jeu, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Il faut aller pointer tous les mois. Merde. Donc votre saloon au début c'est un taudis, mais comme dans tous les jeux, faut nettoyer tout ça. Il y a des planches qui grincent, il y a des toiles d'araignée qui respawnent plus vite que les clients. Et voilà, c'est un bar qui ferait fuir même Clint Eastwood. Mais petit à petit, on nettoie, on décore, on cuisine, on shake des cocktails comme Tom Cruise. Sauf que ici, l'ambiance est plutôt whisky aux bagarres. Et d'ailleurs, des bagarres, il y en a. Alors comme c'est l'early access, il n'y a pas tout qui est développé, mais donc ça vous le voyez que dans le tuto, et après moi j'ai pas rencontré le truc en tout cas, mais s'il y a des bastons, le but c'est de prendre l'objet le plus proche de vous et de le balancer à la gueule de celui qui lance la baston. Ah, bah, C'est très réaliste. drôle. Ouais, c'est réaliste. Voilà, alors ça peut être une chaise, ça peut être une bouteille, enfin vraiment ce que vous avez. Ça peut être une table, mais c'est plus compliqué, c'est un peu lourd, mais ça peut se faire. J'adorerais faire ça dans la vraie vie. Moi je rêverais de casser une bouteille sur la tête de quelqu'un, comme dans un film, voilà. Ah ouais! Ça peut être très drôle. Donc ce qui est cool, c'est que le jeu se contente pas juste de la gestion classique. Il y a une vraie narration, il y a une vraie histoire. Et d'ailleurs, en fait, moi j'avoue que j'ai pas vraiment fait du jeu libre. J'ai vraiment suivi la narration.
Du coup, on parle avec beaucoup de PNJ qui ont des secrets. Il y a des mini-jeux qui pour l'instant ne sont pas trop développés, mais ça viendra. Donc il y a des mini-jeux comme le Pharaon. Donc si vous ne connaissez pas le Pharaon, vous allez découvrir le Pharaon. Il y a même des missions un peu plus borderline, genre planquer un cadavre ou éviter le shérif, enfin tout ce qu'on fait dans le Far West, quoi. C'est un peu l'ambiance Deadwood meets les Sims avec une petite touche de Breaking Bad avec des cowboys. Enfin, c'est un peu un Globi-Boulga présenté Alors, comme ça. franchement, tu le vends super bien parce que Deadwood meets les Sims, Mais c'est voilà vraiment quoi. bien. Ouais. Je vous jure. Alors, tout n'est pas parfait, évidemment, parce que, bon, déjà, il y a un petit problème pour l'instant d'équilibrage où on passe un peu trop de temps à faire le ménage. J'ai passé plus de temps à récurer le sol qu'à servir des clients, je pense. Et parfois, on rêve d'embaucher du personnel parce que toutes les tâches sont un peu longues, genre refaire les cocktails, servir à manger, tout ça, c'est un petit peu long. Mais en fait, ça arrive après la fin de la trame principale, que vous finissez pas vraiment à la fin de l'Early Access, mais vous débloquez voilà, un serveur qui fait les cocktails à votre place, qui est un peu chiant parce que le cocktail, c'est ce qu'il y a de plus fun à faire, mais c'est pas grave. Malgré ça, C'est un jeu de droite en fait. Tu tapes tout le jeu en fait juste pour avoir le droit d'embaucher un employé quoi. c'est ça, mais c'est parce que c'est l'early access. Je pense qu'après, tu vas pouvoir débloquer au fur et à mesure. Mais là, en fait, l'employé, il arrivait juste là ce week-end à la mise à jour. Avant, il n'existait pas du tout. Donc, il y a des petites choses qui arrivent au fur et à mesure. Malgré ses encore petits défauts, mais c'est normal, il n'est pas fini. Le jeu est quand même super immersif. Les mécaniques de cuisine et de mixologie sont incroyablement fun. Alors qu'on pourrait s'attendre à exactement le contraire, mais non. Il y a un univers qui est vraiment vivant parce qu'il y a beaucoup de monde. En fait, il y a beaucoup de PNJ et ça bouge, ça se bagarre, ça joue de la musique. Donc évidemment, comme je disais, il y a encore des défauts, comme le fait que le mode libre débloqué à la fin, bah, il est vraiment mort. Une fois que vous avez fini le jeu, vous n'avez plus assez de PNJ pour vous occuper dans votre saloon, alors que pendant vos quêtes principales, vous êtes débordé de travail en fait. Donc bon, ça arrivera plus tard, c'est pas grave. Donc voilà, si vous avez envie de vous prendre pour le roi du saloon, de gérer des bagarres, d'écouter les ragots du quartier et faire des recettes de chili, courez sur Saloon Simulator, c'est une petite pépite à surveiller. Moi j'attends la suite de l'histoire avec impatience parce que pour l'instant on peut avoir que 2 lettres de recommandation sur les 5 qui sont prévues et on peut pas encore tout débloquer parce que vous pouvez louer des chambres et tout ça, donc tout n'est pas encore prêt. Mais profitez-en pour l'instant. Moi, quand je l'ai pris, il était encore en promo dans les 12 balles, un truc comme ça. Donc allez-y. Voilà pour ce que j'ai fait cette semaine. Florian, tu as une recommandation qui est un truc qui m'intrigue un petit peu, je t'avoue. Oui, oui, oui. C'est une série qui arrive ce vendredi sur une plateforme qui est relativement connue, mais pas énormément quand même, qui s'appelle Univers Ciné, qui fait partie depuis quelque temps du même groupe que Filmo, et qui va, enfin, donc suite à la fusion de ces deux entités qui est en cours, il y a une plateforme commune qui va être prochainement mise en place. Sachant que voilà, Filmo et Univers Ciné, depuis à peu près un an, depuis une saison, ont une offre éditoriale série en plus donc pour leurs abonnés en fait, donc puisqu'il y a une partie VOD et il y a une partie SVOD en fait à la fois chez Filmo et à la fois chez Univers Ciné. Et depuis un an, ils se sont mis à faire des séries. Ah pardon, pas à faire des séries, à faire dans l'acquisition de séries, pas à les produire eux-mêmes, hein. Et ils ont fait quelque chose qui, voilà, moi, à titre personnel, me fait beaucoup plaisir, c'est d'aller chercher des séries qui sont un tout petit peu hors des sentiers battus. Et c'est assez simple d'aller chez eux, mesdames et messieurs les chargés d'acquisition, c'est très très simple d'aller chercher une série hors des sentiers battus, car il suffit juste de ne pas aller la chercher dans les mêmes contrées qui sont totalement pillées, à la fois par les diffuseurs linéaires et par les plateformes. C'est-à-dire, une fois qu'on sort des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de la Scandinavie et un tout petit peu de l'Espagne et de l'Italie, il y a un large, très très large monde. Et donc, Tu ce veux qui dire fait qu'il que suffit de traverser la route finalement? il suffit de traverser la rue, comme notre toujours actuel président le dit. Mhm. Et et donc côté Filmo, ils ont mis énormément d'acquisitions espagnoles, hein, donc de tous les mois, également des séries suisses en fait. Donc il y a énormément de choses qui sortent vraiment des sentiers battus.
Et côté univers ciné, ils sont depuis janvier dernier en fait, ils font une série par mois, une série exclusive, et il y a 2 ou 3 séries catalogues qu'ils mettent. Je crois ils avaient mis Petit Quinquin, ils avaient mis un tout petit peu du catalogue d'Arte, mais ça m'en tenait pas rigueur. Et donc ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est ce qui arrive vendredi chez eux, qui s'appelle La Collecte et qui est co-créé et réalisé par un monsieur qui s'appelle, enfin que l'on surnomme Pods. Et donc Pods, en fait, c'est pas n'importe qui, mais c'est pas n'importe qui du côté canadien, du côté canadien québécois. C'est quelqu'un qui est même des créateurs et réalisateurs les plus cotés là-bas, qui a fait depuis 20 ans en fait beaucoup de séries qui ont été très très acclamées par la critique et qui ont été relativement suivies sur sur les chaînes locales, sur les Radio-Canada, etc. Il a créé notamment 19.5 en fait, qui est une série policière réaliste qui a été largement multidiffusée sur TV5 Monde. Et il a créé auparavant Minuit le soir qui fait l'honneur, ça c'est mon côté vieux qui parle, qui a fait l'honneur d'être une des premières séries québécoises diffusées en troisième partie de soirée sur France 2 en fait, qui malheureusement s'était doublé en français, mais à l'époque il y avait très très peu de séries, de séries québécoises qui arrivaient en France comme ça. Et Potts, il est surtout connu en fait parce que c'est voilà, un réalisateur de qualité. Il a fait quelques films. Il a fait l'an dernier en fait la première série originale pour Apple TV+. Il a réalisé, je crois, la moitié de la saison. Il a fait La Maison entre guillemets en fait. Il a pas construit la maison. Il a réalisé des épisodes de La Maison. Enfin, je vais y arriver. Non, mais t'as raison, il faut être précis. Voilà. Donc Potts, c'est un architecte. Maison, architecte. Transition. Oh là là, c'est beau. Potts, c'est l'architecte, le co-architecte de La Collecte, et donc La Collecte, c'est ma recommandation de cette semaine qui est en 8 épisodes et qui parle du monde pas du tout merveilleux des collectionneurs de dettes, en bon anglais des debt collectors. Ce sont on va dire des employés et un tout petit peu des hommes de main d'organisations qui sont chargées de rabattre les dettes. Donc on en trouve un tout petit peu partout. Ça peut être des dettes de jeu, ça peut être des prêts. Et leur job, en fait, c'est soit de faire des pourparlers plus ou moins gentils pour donner des ultimatums pour ramener les dettes, ou sinon de passer à tabac les malheureux gens qui ne se seraient pas acquittés de leurs dettes dans les délais établis. Et donc la collecte suit sur 2 temporalités différentes donc un personnage qui s'appelle Kevin, que l'on voit en très très mauvaise posture donc au début de la série en 2023, puisque voilà, sa copine est enceinte, mais en fait il est littéralement donc au bord de la falaise, de manière très très littérale. Et on suit également le Kevin un tout petit peu plus jeune, qui va être enrôlé plus ou moins dans une organisation criminelle dirigée par un personnage qui s'appelle Santa. Et ce qui est assez malin en fait, c'est que on suit les 2 temporalités sans forcément, donc avec beaucoup de flashbacks, mais il y a vraiment une insistance en fait sur le parcours de Kevin jeune en fait, et un tout petit peu un tout petit peu l'éducation, ou pas l'éducation, mais on va dire la mauvaise éducation pour et devenir un tout petit peu l'homme à tout faire et l'homme de main dans le golf de son cousin. Qui est lui-même rabatteur de dettes et qui travaille déjà pour Santa à l'époque. Mais dès la première séquence, on voit aussi que il se retrouve à travailler dans le golf, un tout petit peu, pas de son plein gré, mais il est un tout petit peu expédié là-bas suite, on va dire, à une tuerie en fait en pleine on va dire en plein barbecue familial dans la piscine. Donc il y a un tout petit peu, donc ça c'est un tout petit peu une saga criminelle, mais qui est très très centrée sur le parcours d'un personnage en fait qui vit dans un monde voilà d'extrême pauvreté, qui est confronté à beaucoup de gens pauvres et endettés, donc à qui il doit faire des moyens de pression à la fois psychologiques
et physique assez dingue. Et Potts, en fait, et donc les co-scénaristes de la série ne font absolument pas... ça n'est absolument pas tourné à la rigolade, ça n'est pas absolument... Il y a absolument rien de cool dans la manière dont c'est montré. Et c'est quand même assez... Donc c'est très très bien réalisé, c'est vraiment le gros point fort, c'est la mise en scène. Et il y a quelques petites idées créatives qui sont assez bien vues. C'est que à chaque scène un tout petit peu violente, en fait, il y a une scène un tout petit peu surréaliste, en gros, où chaque personnage, y compris les personnages qui sont en train de se faire passer à tabac, ou les personnages qui viennent de buter des gens, se prennent la pose en manière photo de famille, genre photo de famille criminelle, et ils prennent la pose façon Polaroid. Je pense que alors, c'est un peu mon interprétation, mais c'est un tout petit peu c'est un tout petit peu les photographies du jeune Kevin, et un tout petit peu les photographies, on va dire, formatives du monde, en fait, qui va, on va dire, l'accueillir à plein bras et qui va finir par l'étouffer. Donc il y a 8 épisodes, hein, je crois que c'est un épisode par semaine, mais là aussi ne m'en tenez pas rigueur. C'est donc sur Univers Ciné, donc voilà, vous pouvez renseigner pour les formules d'abonnement. Je crois d'ici 2026, en fait, je crois qu'il y aura une fusion des 2 offres à venir, mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui est annoncé spécifiquement. Mais voilà, c'est une bonne curiosité québécoise, et ça donne aussi, après Empathie, qui est donc diffusé sur Canal+, et qui a eu vraiment les honneurs de l'exposition à la sélection Sérimania. Mais je pense que ça donne à nouveau voilà quoi, un bon aperçu de l'excellente santé de la production québécoise, qu'il faut aller chercher. Il y a quelques séries qui se trouvent actuellement sur France TV, mais qui sont plus du côté comique. Mais voilà, le petit avertissement, donc effectivement, désolé pour nos amis québécois. À mon niveau, en fait, voilà, j'ai dû activer les sous-titres, mais il y a énormément d'anglicisme dans les dialogues, en fait, mais les dialogues québécois avec les accents québécois, j'ai pu personnellement en comprendre 90%, donc il n'y a pas forcément nécessairement avoir besoin d'aller chercher du lexique argotique, etc. Tout ça est relativement compréhensible et relativement bien troussé, donc vous ne serez vraiment pas dépaysé. Donc voilà, pour les gens qui ont un tout petit peu la crainte de la barrière de la langue. Voilà, ça s'appelle La Collecte. Très bien. Et ben, en tout cas, moi, ça me donne très envie. Ça a l'air vachement bien. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion très souvent d'avoir des séries canadiennes et encore moins québécoises qui arrivent jusque chez nous. Donc, c'est l'occasion de jeter un œil. Bah, j'en ai pas vu depuis Le Cœur a ses raisons, donc c'est l'occasion. Moi, je pensais que à ça, en fait. Je cherchais d'autres exemples dans ma tête, mais malheureusement, je n'en avais pas. C'est terrible. Eh bien, Mathieu, tu vas maintenant parler d'un de mes films préférés et j'en suis ravie. Ah, j'en suis fort aise alors. Alors, je voulais commencer mon petit retour sur un de mes films préférés également, en faisant un petit point sur le fait que j'en ai marre d'avoir cette discussion avec mes parents qui lisent des magazines People. Enfin, ils lisent pas des magazines People, mais voyez l'idée, de dire cette actrice, elle aurait pas dû faire de la chirurgie esthétique, elle était plus belle avant, gna 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 gna. Ou alors, j'ai pensé commencer mon retour en vous faisant deviner le film dont on va parler, en disant que sans ce film-là, Jurassic Park n'aurait pas existé. Mais alors qu'il y a pas les de deux se dinosaures rejoignent finalement. Et ce film, c'est Death Becomes Her, ou en français, La mort vous voici bien, qui est sorti en 1992, et ça a été réalisé par un grand monsieur du cinéma qui s'appelle Robert Zemeckis, et dedans vous retrouverez Bruce Willis, Goldie Hawn, Meryl Streep et Isabella Rossellini. Donc c'est un casting de zinzin pour un film de zinzin qui a fait un énorme flop à sa sortie, mais qui est aujourd'hui devenu un film cultissime. Alors, mais en France, on l'a pas trop vu, j'ai l'impression. Et donc, mais là, il arrive sur TikTok, donc c'est l'occasion d'en parler. Maintenant que la jeunesse veut s'y mettre, et ben, restez. Mais je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Mais je me sens tellement dépassée. Restez avec moi. Alors, le pitch d'abord. De quoi qu'est-ce que ça cause ?
Par où commencer? Parce que quand même, c'est un joyeux bordel ce film, et surtout où s'arrêter pour pas spoiler. Bon, Il y a quelqu'un alors, qui veut redevenir jeune parce qu'elle vieillit. oui, c'est un peu le pitch. C'est un film sur la jeunesse éternelle. Ça raconte l'histoire de deux femmes. On a d'abord d'un côté Madeleine Ashton, qui est jouée par Meryl Streep, qui est une actrice qui fait du Broadway, qui avant faisait des films, etc., mais qui est une actrice assez médiocre malgré quelques succès. Elle a sa carrière en déclin et elle veut essayer de rester dans le coup et surtout de paraître encore jeune parce que si elle est vieille, eh ben, les hommes et les producteurs ne la regarderont plus. Et d'un autre côté, on a Helen Sharp qui est jouée cette fois par Goldie Hawn et elle est intelligente, elle a écrit un livre qui va fonctionner plutôt bien, je sais plus si c'est au début ou un petit peu plus tard dans le film, mais bon, elle a plutôt ce profil-là, et surtout elle est très 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 jalouse de Madeleine, parce que elle va bientôt se marier avec Bruce Willis, qui joue, comment dire, un très grand chirurgien esthétique, et elle a peur que Madeleine lui vole son mec. Devinez quoi? Madeleine et sa copine se détestent, c'est des vrais frenemies, et du coup Madeleine va décider de lui piquer son mec. Donc Hélène, elle va être dans une grosse dépression, et elle va décider de se venger en devenant encore plus belle que Madeleine pour renouveau piquer Bruce Willis. Et à partir de là, elles vont toutes les deux trouver une solution qui sera la même, une solution pour rester jeune éternellement, je ne vous en dirai pas plus, mais à partir de là, ça va partir en cacahuète, mais vraiment, ça va partir très très loin, pour notre plus grand bonheur, et c'est juste deux copines qui vont se taper dessus pour avoir tout ce qu'elles veulent dans la vie finalement, c'est-à-dire un homme, et surtout être belle pour toujours et être immortelle. Voilà. C'est un pitch un peu con, mais c'est incroyable à quel point ce film est réussi, et il ne devrait pas l'être parce que c'est pas possible que ça marche. C'est vraiment un film surprenant. J'ai trouvé que l'un des scénaristes décrivait le film comme la rencontre entre La Nuit des Morts Vivants et My Fair Lady. Je pense qu'on peut... C'est assez ça. Moi, je rajouterais un petit côté Roger Rabbit dans le tas, et vous avez un triangle infernal assez sympathique. Ouais, c'est vrai que c'est très cartoon. Il y a l'humour est assez formidable parce que même si on peut penser où ça va, le film nous surprend toujours soit par son scénario qui repousse les limites de l'entendable, soit par son comique qu'on voit pas forcément venir parce qu'il mélange parfaitement le jeu de ses comédiennes, une mise en scène soignée, des effets spéciaux incroyables et énormément de shade qu'on adore. Je parlais de Jurassic Park au début parce que le film est sorti en 92, un tout petit peu avant Jurassic Park, et c'est parmi les premiers films qui ont utilisé des effets visuels assistés par ordinateur, et même si ça a un petit peu vieilli, ça a encore son charme. Je les trouve géniaux. Et surtout, moi je les trouve géniaux aussi parce que même si ils ont été faits il y a... En fait, ce que je trouve... Enfin, on parlait d'Avatar tout à l'heure, et je trouve que ça, c'est encore une autre catégorie, mais quand on voit des effets spéciaux, aujourd'hui, on se dit, bah, c'est juste fait par ordinateur, et voilà. Mais quand les effets spéciaux sont vraiment dissimulés dans un univers réel, et ça rend des situations impossibles possibles, c'est là que c'est magique, et c'est exactement ça avec ce film. Là, t'as un peu le mélange des deux, parce que c'est quand même aussi un gros hommage au film de genre avec des effets physiques, et il y a quand même, sans spoiler, il y a quand même un peu des inspirations de monstres... des meilleures années, et je trouve que pour le coup il y a des fois quand tu mélanges les deux, les effets numériques vieillissent très mal. Bon là effectivement ça sera un peu le daté, mais je trouve que ça a pas mal vieilli, ça garde tout son charme en fait. C'est exactement ça, et on sait jamais en fonction des plans lesquels sont des effets pratiques et lesquels sont des... Enfin si on le sait, mais les deux se mélangent bien entre les effets pratiques et les effets par ordinateur. Et c'est ça qui est génial et qui surprend tout le temps parce que on se dit waouh, comment ils ont fait ça? Et comme un con, après tu regardes le making-of et t'es dégoûté de savoir comment ils ont fait parce que ça casse un peu la magie. Mais bon, voilà. Plus je revois ce film, et je pense que je l'ai vu au moins 10 fois, parce qu'à chaque fois, je le fais découvrir à des gens je leur pitch et ils sont en mode « ça a l'air nul », et ils le regardent, ils font en mode « ok, c'était trop bien », parce qu'il est vraiment très très bien. À chaque fois que je le revois, je découvre de nouvelles blagues.
J'adore le fait, t'en parlais un peu aussi Elodie, que ça soit hyper cartoon à la Roger Rabbit. C'est vraiment du slapstick où les personnages se blessent mais ont jamais mal. Et du coup, ça permet d'aller très très loin dans la violence et c'est jouissif. Il y a des répliques cultes, je vais pas commencer parce que je pourrais jamais m'arrêter tellement je les aime et je les connais toutes par cœur. Et le scénario est hyper maîtrisé parce que le film monte en tension, il monte et on sait jamais où ça va finir. Les comédiens sont hilarants. Bruce Willis, il est brillant, mais il vole jamais la vedette à ses deux comparses. D'habitude, on l'imagine toujours dans des rôles d'homme fort, hyper macho. Et là, il joue un mec, mais beige comme pas possible, où c'est un chirurgien esthétique de renom qui tombe dans l'alcool. Et du coup, le seul métier qu'il peut faire, parce qu'il a les mains qui tremblent, c'est maquiller des cadavres. Enfin, c'est formidable. On a aussi dans un rôle secondaire Isabella Rossellini, qui est juste magnifique et qui a des costumes cultes. Et puis, je trouve que c'est aussi un film qui est loin d'être con-con, parce que s'il n'a pas été compris à sa sortie, il était aussi très en avance sur son temps. Je pense que des films comme The Substance ou des choses comme ça auraient pas trop pu exister si Death Becomes Her n'était pas passé par là avant. Ça peut sembler risible, avec des comportements ridicules, mais c'est ça qui fait la force du film, c'est de prendre un pastiche et du grotesque et aller toujours plus loin. C'est des personnages qui peuvent paraître superficiels, mais en fait ils essayent juste à satisfaire une sorte de male gaze, de trouver la beauté éternelle dans le regard des hommes. Et finalement on a une qui a une réussite professionnelle, mais elle est complexée face au physique de son ami. L'autre, elle a aucune estime d'elle-même dans son métier comme dans ses relations, mais elle a peur qu'on l'abandonne. Et toutes les deux, elles vont toucher le fond, se relever pour atteindre des sommets et se ratatiner par terre en fin de course. Elles ont certes des attitudes détestables, un désir vénal qu'elles arriveront jamais à assouvir. Mais en fait, on peut que les soutenir et on a envie qu'elles réussissent parce qu'elles sont obligées de jouer un jeu cruel et en plus les dés sont pipés parce qu'on sait que jamais elles feront assez bien. Mais ça reste un film super lumineux, même si elles se battent pour un statut social, marital et professionnel. Elles en souffrent jamais physiquement et c'est ça qui rend le film agréable à regarder. Et pour finir, je trouve aussi que c'est un film vraiment queer parce que c'est des méchantes hyper féminines, c'est complètement des drag queens, ces deux personnages, et les drag queens s'en inspirent bien. Mais c'est aussi un film sur des femmes qui choisissent de reprendre possession de leur corps, d'exister autrement dans une société qui ne les acceptera jamais. Et elles vont se battre et tout faire quitte à affronter la mort pour y parvenir. Et ça, on le vit un peu comme une revanche finalement, une violence jouissive en regardant ce film. Et j'y vois aussi un lien avec les problématiques que rencontrent les femmes trans, notamment à travers le fait de vouloir changer de faire de la chirurgie faciale ou des chirurgies de corps pour se sentir bien, mais aussi il y a un revers de la médaille qui peut exister, qui est d'avoir un femme passing, d'avoir une beauté qui correspond à tous les critères, sinon faut être belle finalement en étant une femme trans, sinon on ne sera pas accepté. Et donc je trouve que c'est un film qui est camp, qui parle de plein de choses, mais surtout qui est avant tout très très malin et très très drôle, et c'est un de mes films préférés. Et en petite dernière ouverture, je parlais de la jeunesse qui adore ce film, c'est parce que il a été adapté l'année dernière à Broadway en comédie musicale, et le spectacle a ouvert le soir où moi je partais l'après-midi de New York, donc comment vous dire que j'avais le turbo seum. Tu vas être obligé d'y retourner, quel dommage. Et voilà, c'est ça le problème, je vais être obligée d'y retourner. Et c'était quand même un projet très casse-gueule parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils vont adapter cet ovni qui est inadaptable? Et c'est aussi parce que la mise en scène du film est très théâtrale et que les gens qui ont fait cette comédie musicale, même si je ne l'ai pas vue, il y a énormément d'extraits sur internet et sur TikTok qui tournent, ce qui est assez rare pour une comédie musicale de Broadway, mais c'est très chouette de voir ça, où ils respectent l'original,
enfin le film original. Ils sont pleins d'ingéniosité, comme l'étaient les gens qui ont fait les effets pratiques et les effets spéciaux à l'époque, pour transcrire cette mise en scène au théâtre, notamment par exemple pour des chutes dans les escaliers, des choses comme ça qui sont très chorégraphiées et extrêmement drôles, mais aussi ils ont retrouvé l'humour du film dans l'humour des chansons avec des textes plus actuels et des références actuelles, ce qui rend le film encore plus jouissif parce que on brise encore plus le quatrième mur et le côté méta. Donc c'est vraiment un super film qui est bien sûr disponible sur aucune plateforme, mais vous pouvez le trouver en DVD et Blu-ray, et puis il revient très souvent sur Netflix de temps en temps. Et au pire, j'ai regardé, il est à 4€ sur Rakuten, donc vous n'avez pas d'excuses. Voilà. Ouais, j'étais en train de regarder, vous l'avez un petit peu partout, même à moins cher, vous l'avez sur Universiné pour 2,90€. Franchement, et il y a ben moyen de voilà. le retrouver. Mais tu vois, j'aime pas les comédies musicales, mais là tu m'as convaincu, j'ai un peu envie. Eh ben, écoute l'album parce qu'il est formidable. Vraiment, Ok. Vendu. J'irai écouter. Je te dirai ce que j'en pense. Si j'oublie pas. Je te rappellerai, Merci. tu vas pas écouter. Tu vas me harceler jusqu'à temps que. Oui. Écoute, demain j'ai assemblée générale au boulot. Je vais passer toute une matinée de conférence. Je vais peut-être emmener mes Et écouteurs. ben voilà. Ouais. Et ben moi je vais vous recommander quelque chose de totalement différent et de beaucoup moins drôle. C'est une saga littéraire qui est du genre à vous happer et que vous dévorez comme une série télé. Sauf que là, pas besoin de Netflix puisque tout est déjà écrit. Ça s'appelle Blackwater. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Mais comme j'arrive toujours Alors, 15 ans non. après la bataille. Non. Hein? Mais non. J'ai Non. pas entendu parler. En fait, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux parce que les couvertures des bouquins sont absolument magnifiques. Et j'avoue, moi, en gros pigeon, j'ai surtout été attirée par la couverture. Et comme tout le monde n'en faisait que des éloges et que le premier tome était à la médiathèque, j'ai été le chercher. Le problème, c'est qu'il y avait que le premier tome à la médiathèque. Donc, je me suis fait avoir. J'ai dû tout lire et tout acheter. C'est terrible. Bon, en tout cas. Blackwater, c'est écrit par Michael McDowell et c'est une fresque familiale en 6 volumes. Ça a été publié pour la première fois en 1983, donc ça date un peu, mais ça a été, comme je disais, réédité récemment en France il y a quelques années et dans une collection absolument superbe. C'est à la fois... Ouais. J'ai cru que c'était au début quand t'as dit Blackwater, le film sur les crocodiles. Non, ça aurait pu, mais alors... Il y a peut-être un lien, mais non. Je suis Peut-être qu'il y a pas une sûre. inspiration. Il n'y a pas de crocodile, mais effectivement, il y a des créatures marines. Je ne sais pas comment les définir, mais je ne veux pas spoiler non plus. Mais il y a un petit quelque chose. Mais c'est plus une saga familiale, c'est plus un drame gothique et un conte fantastique. Et honnêtement, j'ai été accro dès les premières pages. Je sais que ça peut faire peur quand je dis qu'il y a 6 volumes, mais je lis pas, c'est pas que je lis pas vite, mais je lis pas beaucoup à la fois. Et j'ai vraiment enfilé les 6 tomes cet été, alors que j'étais pas en vacances. Donc pour vous dire, ça se lit très vite. Les bouquins sont pas très gros de toute façon, et vraiment c'est du page turner. Pour vous résumer, donc l'histoire démarre en Alabama au début du XXe siècle, dans une petite ville appelée Perdido. Et une inondation dévastatrice frappe la région, et au milieu du désastre, la famille Kasky découvre une mystérieuse jeune femme qui s'appelle Elinor Damert. Et en fait, elle va s'intégrer vite à la famille, mais disons qu'elle va apporter avec elle son lot de secrets, d'ambitions et d'ombres aquatiques, pour les appeler comme ça. Et c'est ce point de départ qui va déclencher toute une saga sur plusieurs générations. Ce qui rend Blackwater unique, c'est son mélange entre soap opera familial et horreur gothique. Je pense qu'on peut le définir un peu comme ça. On a des intrigues de succession, on a des jalousies, on a des mariages arrangés, mais on a aussi une tension fantastique qui plane en permanence. Et franchement, c'est hyper addictif, puisque à la fin de chaque volume, j'avais envie d'attaquer le suivant immédiatement, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je veux pas vous spoiler exactement ce qui se passe dedans. En fait, vous comprenez dès le départ qu'il y a une question un peu fantastique. Vous savez pas exactement quoi. Vous savez qu'il y a un truc avec le personnage d'Elinor, mais il faut savoir qu'il y a quand même une bonne part de fantastique. Je le précise parce que moi, j'ai une copine, par exemple, qui avait commencé le roman. Et alors que moi, je trouve que toute la saga
est surtout portée sur vraiment la saga historique familiale. Elle a trouvé que c'était trop fantastique à son goût, alors que je trouvais que le fantastique arrivait vraiment très sérieusement qu'à partir du dernier tome, où là, on sait vraiment exactement ce qui se passe. Mais voilà, il y a quand même une grosse part de fantastique. À un moment donné, je préfère le préciser parce que c'est pas forcément vendu comme ça au premier abord quand vous lisez le premier tome. Les personnages sont vraiment le cœur de la saga. On a la matriarche, Marie-Love Casquet, qui est absolument délicieuse dans son rôle de manipulatrice. Elle est toujours en train de tirer les ficelles. On a évidemment le personnage d'Elinor qui est mystérieuse, qui est forte, mais qui est aussi inquiétante. Et ce qui est génial, c'est que personne n'est complètement gentil ou complètement méchant, puisque chaque personnage a ses zones d'ombre, a ses ambitions, a ses blessures, et on a vraiment l'impression de suivre une vraie famille avec ses guerres internes et ses secrets. Niveau ambiance, c'est moite, c'est sombre, c'est vraiment le sud profond des États-Unis. Du coup, c'est Château-Vallon, mais dans le sud, en fait. Oui, c'est exactement ça, mais sans la Point Château-Vallon. Puissance et gloire. Bref, on sent presque la chaleur étouffante et l'odeur des magnolias et l'eau du fleuve qui est toujours décrite comme puante. Et cette eau du fleuve qui menace toujours de tout engloutir. Le style de McDowell, c'est un style hyper efficace. C'est simple, c'est direct, mais c'est toujours très précis. On n'est pas dans de la littérature empoulée, et c'est ce qui rend la lecture fluide et addictive. Vraiment, ça se lit très vite. Ça faisait longtemps que j'avais pas englouti des bouquins aussi rapidement. À qui je recommande ça, clairement... T'as dit englouti. Et t'as dit poulet aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, donc des livres à engloutir comme le poulet. Voilà. C'est ça, c'est un livre KFC. Voilà, c'est à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, Blackwater, des livres que Elodie a engloutis comme du poulet. Voilà, je savais pas quoi mettre comme titre encore. Clairement, donc c'est une saga pour ceux qui aiment les grandes sagas familiales, genre Succession ou Les Rougon-Macquart, mais avec une touche de fantastique en plus. C'est aussi parfait pour les lecteurs qui veulent un récit prenant, mais sans avoir besoin de sortir un dictionnaire à chaque phrase, puisque c'est très accessible, c'est pas simpliste, surtout pour un roman qui date un peu. On pourrait se dire que voilà, le langage peut être un petit peu compliqué, mais c'est pas du tout le cas. Pour moi, Blackwater, c'est un peu comme une série qu'on binge-watch. On s'attache vraiment aux personnages, on s'énerve un peu, on est très souvent surpris et à chaque fois on en redemande. C'est une lecture qui reste longtemps en tête, notamment grâce à ces thèmes universels. On parle de famille, de pouvoir, de transmission et cette idée que rien n'est jamais vraiment enterré, surtout dans une ville où l'eau remonte toujours, surtout des cadavres. En résumé, donc Blackwater, c'est vraiment la saga idéale si vous cherchez une lecture immersive, addictive et un brin inquiétante. Perso, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi prenant. Alors si vous savez pas quoi lire cet automne, plongez dans Blackwater. Vraiment, je vous le recommande parce que généralement, je ne me lance pas dans des sagas parce que en général, ça me gonfle très vite. J'aime pas lire une histoire très longue parce qu'en général, ça m'ennuie et j'ai besoin de changer. Et là, c'est vraiment pas le cas parce que donc chaque roman a une thématique qui est littéralement dans le titre. À chaque fois, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Vous savez ce que vous allez lire. Mais le développement des personnages est tellement bien fait que... et puis la famille est tellement grande que de toute façon, il y a énormément de choses à raconter. Et franchement, quand j'ai terminé le dernier... J'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas une suite, même si, bon, l'histoire se termine, en vrai, il y a une vraie fin. Mais bon, là, j'en redemande un petit peu, donc voilà. Donc ça s'appelle Blackwater, donc je rappelle, il y a 6 tomes que vous trouvez très facilement partout, et voilà, je vous le recommande très très fort. Écoutez, je pense que nous avons fait le tour de nos recommandations. Merci Elodie. Merci. Mais de rien, je vérifie, mais comme je vous ai nommé comme gouvernement... Même si ça fait que 1h03 précisément que vous êtes au gouvernement, vous avez du coup votre salaire de ministre à vie de débloquer. Oui, et moi j'ai renommé mon ministère, ça y est. Ah ouais, dis-nous. Moi, ça sera le ministère des libertés, de la garantie des droits, de la bienveillance, de la tolérance et de l'égalité queer. Alors il est très bien, on avait dit plus court, mais il est très bien. Oui, mais tu peux le compresser. D'accord, écoute, tu nous feras des t-shirts. Ça fait LGBTQ. Ah ouais. Ah, il est bon. Ah waouh. Alors du marketing. Et franchement, et je te suggère pour la valeur ajoutée, tu mets un plus après, tu vois. Donc ça fait LGBTQ+. Ouais. C'est comme Disney+, Paramount+, etc. C'est vraiment trendy, tu vois. Ouais.
Comme ça, on pourra faire des Alors, plateformes et tout pour suivre le quotidien des gens de mon ministère et tout. On fera des petites séries et tout. Les personnages, ils vont se croiser, ça va être formidable. Alors, c'est de très bonnes idées. Vraiment, c'est super. Mais malheureusement, nous devons démissionner. Ah puisque putain! Voilà, c'est la règle. Nous avons un record à battre. Hein. Donc, C'est pas voilà. possible. Et oui, nous démissionnons. Et donc, le prochain Premier ministre... C'est con parce que je voulais renommer mon ministre de la Culture en ministère de Club Sandwich. Ah Et, ouais. Alors écoute, tu peux peut-être être sauvé parce que du coup, la semaine prochaine, il y a un nouveau Premier ministre. Et j'avais un il y a de slogan, grandes chances Élodie. qu'ils prennent le même gouvernement après. Non mais c'est dommage parce que tu vois, j'avais payé une agence 170 000 € pour avoir un slogan du ministère Club Sandwich. Ah ouais, en toute dommage. franchise. Hein. En toute franchise. C'est dommage. Mais écoute, postule la semaine prochaine. Nouveau gouvernement. Normalement, c'est la tradition, on prend les mêmes et on recommence. Donc je pense que vous avez toutes vos chances pour continuer. Prochain gouvernement du podcast de gauche ou de droite? Oh, je pense qu'on est quand même très à gauche. Donc, eh bien écoutez, si vous voulez connaître la nouvelle composition du gouvernement de Culture Club Sandwich, rendez-vous lundi prochain à 20h30 sur Twitch. En attendant, vous pouvez nous retrouver en podcast. On est bien sûr présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Blue Sky, notamment sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir nous faire des coucous. Et si vous avez regardé les mêmes choses que nous, ou lu, ou écouté, enfin tout ce qu'on vous a recommandé cette semaine, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous. On sera ravis. Eh bien, c'est le moment où je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine et surtout... Bonne journée. Attention. Et c'est craché le pop coupé.